Parce que la santé et le bien-être, ça passe aussi par l'activité physique, Harmonie Mutuelle est partenaire du Semi de Paris depuis 3 ans. Au-delà d'être une complémentaire santé, c'est surtout une mutuelle qui s'engage dans la prévention, notamment en défendant l'accès au sport et la pratique d'une activité physique régulière. Alors si vous aussi, vous voulez relever le défi cette année, je vous invite à retrouver tous les conseils pour bien se préparer sur www.harmoniemutuelle-semi-de-paris.com. Bienvenue sur Objectif Semi, le podcast officiel de l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris. Que vous soyez débutant ou à la recherche d'une performance, nous allons vous donner toutes les clés pour réaliser votre préparation sportive dans les meilleures conditions. Bonne écoute. Soyez les bienvenus sur Objectif Semi, le podcast officiel de l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux spécificités de l'entraînement en été. Entre la nutrition, l'hydratation et les séances sous la chaleur, comment doit-on nous adapter ? Et pour vous aider à éviter les erreurs, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Frédéric Bellouze, entraîneur au Stade français athlétisme et spécialiste du monde de la course à pied. Frédéric, merci d'avoir accepté cette invitation de l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris. Comment vas-tu ? Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous et merci de m'inviter dans ce programme d'une des plus prestigieuses courses françaises. C'est un plaisir de te recevoir. Frédéric, tu le sais peut-être, mais l'été 2020 s'est classé dans le top 10 des étés les plus chauds jamais enregistrés en France. Et dans ce top 10, on va retrouver également l'été 2019 et l'été 2018. Autant te dire que depuis quelques années, on assiste à l'emballement des températures en France et même plus largement dans le monde, ce qui pose plusieurs questions, que ce soit en matière de climat, mais aussi en matière d'adaptation à la pratique sportive et plus particulièrement quand on pratique un sport d'endurance comme le running, parce que je pense qu'on ne peut pas forcément dire que la chaleur c'est le plus grand ami des coureurs et des coureuses. Effectivement, Guillaume, la pratique sportive en dehors de la course à pied, mais je dirais presque encore plus la course à pied en période de forte chaleur n'est pas sans risque. Alors déjà, elle est fortement déconseillée aux personnes qui souffrent de maladies chroniques. Qu'est-ce qu'on entend par maladie chronique ? Par exemple, les personnes qui ont des problématiques de surpoids, d'obésité, d'asthme, des problèmes au niveau respiratoire tels que les bronchites chroniques ou encore les maladies cardiovasculaires. Mais elle est aussi déconseillée aux sportifs amateurs et même aux sportifs plutôt aguerris qui n'ont pas l'habitude de s'entraîner dans de telles conditions. Mais heureusement, pratiquer la course à pied en plein été est possible, mais sous certaines conditions. Oui, parce que je crois savoir qu'en plus que nous, en tant qu'hommes, quand je dis hommes, c'est avec un grand H, on a des capacités de thermorégulation hors pair. Et d'ailleurs, quasiment aucun animal sur Terre est capable, je crois, de suivre ne serait-ce qu'un peloton de marathoniens. Ça, c'est vraiment quelque chose cette endurance, cette capacité à thermoréguler, c'est vraiment quelque chose d'exclusif à l'être humain. Alors ça c'est très juste, Guillaume, parce que comme tu le disais, contrairement aux animaux, les êtres humains peuvent très facilement réguler leur température corporelle. Alors déjà parce que on l'a tous constaté, nous n'avons pas de pelage, même les plus poilus d'entre nous. Alors ça peut être plus embêtant en hiver, mais l'été, il faut considérer que c'est un vrai plus. Et puis, nous pouvons aussi transpirer grâce à nos millions de glandes sudoripares qui sont réparties sur l'ensemble du corps. Et tu parlais des animaux, on va prendre l'exemple du gibier, des chiens qui, eux, doivent ralentir ou s'arrêter pour pouvoir halter parce qu'ils se thermorégulent par uniquement la respiration et pas par la surface du corps. Et d'ailleurs, on l'observe souvent l'été sur nos chiens de compagnie. Pour ceux qui en ont, ils ont souvent la gueule grande ouverte et la langue bien pendante. Alors, cela leur permet simplement d'augmenter leur respiration afin d'évacuer l'air chaud et humide et d'inspirer de l'air plus frais et plus sec. Mais ça, et malheureusement pour eux, c'est beaucoup moins efficace que notre système de thermorégulation et en plus, ça les oblige à marquer un stop pour pouvoir le faire. En effet, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il faut surtout pas emmener votre chien avec vous courir en période de canicule. Ça pourrait être mortel pour lui et malheureusement, chaque année, les vétérinaires sont confrontés à ce type de problème. Donc, je me permets de mettre un petit point de vigilance pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont pas forcément au courant. Fred, pour en revenir au running, comment est-ce que le coureur est capable de s'adapter à la chaleur ? Alors comme je te le disais et comme je l'expliquais, l'homme est un homéotherme, c'est-à-dire que sa température est régulée pour rester constante, quelles que soient les variations de température extérieure. En moyenne, notre température centrale est de plus ou moins 37 degrés. C'est un chiffre qui est assez connu, ce qui correspond à la température optimale pour le bon fonctionnement de notre noyau central.
qui est constitué par les viscères thoraciques et abdominaux, le système nerveux central et les muscles squelettiques. Le maintien de la température constante du noyau n'est possible que lorsqu'il existe un équilibre entre les quantités de chaleur produites et reçues et la quantité de chaleur qui est perdue. C'est ce qu'on appelle la thermorégulation. Et cette thermorégulation, elle représente l'ensemble des processus permettant à l'homme de maintenir sa température interne, grâce notamment à 4 outils qui sont le rayonnement, la conduction, la convection et l'évaporation. Et d'ailleurs, une petite information pour ta culture générale et toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. On estime qu'un homme en bonne santé peut résister à une température extérieure maximum de, t'es bien assis là? Oui, c'est bon. De 100 degrés pendant 20 minutes et ça sans subir aucune séquelle. À condition bien sûr que l'air soit sec pour qu'il puisse transpirer justement et qu'il ne fasse aucun effort évidemment. Bon ça c'est plutôt rassurant Fred pour nos entraînements. Ça veut dire que quand même on est capable de supporter des grosses chaleurs. Alors oui, c'est assez rassurant, mais à condition que ton système de thermorégulation fonctionne bien et surtout que tu lui en demandes pas trop. Sinon, gare à l'hyperthermie d'effort, qu'on appelle aussi le coup de chaleur d'exercice. Et là, ça peut être très grave, voire mortel. Effectivement, malheureusement, chaque année en France, des centaines de coureurs font des coups de chaleur. C'est quelque chose qui peut survenir lors d'une compétition, mais aussi lors d'un entraînement tout simple, tout ce qui est de plus basique. Fred, est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont plus exposées aux coups de chaleur que d'autres, ou ça peut arriver vraiment à tout le monde? Et surtout, qu'est-ce qui se passe? Comment on pourrait définir un coup de chaleur? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lors d'un effort physique intense, notre température corporelle peut monter jusqu'à 3 degrés de plus. Alors, si tu rajoutes à ça une forte chaleur extérieure, eh bien, ça peut très vite être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on dit. Tout simplement parce que la production de chaleur d'un coureur pendant un effort peut dépasser celle de son mécanisme de thermorégulation, donc de sa capacité à évacuer la chaleur, en fait. Donc, la température corporelle centrale va être supérieure à 40 degrés et c'est là que le coup de chaud intervient. Et c'est malheureusement des choses qui peuvent arriver sur certaines courses de type trail et notamment quand le climat est chaud et humide parce qu'on évacue beaucoup moins la chaleur lorsque l'environnement est très chargé en humidité. Ça arrive aussi très souvent chez les personnes peu entraînées car leur corps n'est pas encore suffisamment habitué à gérer les efforts physiques. D'ailleurs, les personnes peu entraînés transpirent très peu et ça n'est pas très bon signe au final car généralement plus vous transpirez pendant un effort, plus ça vous montre que vos systèmes de thermorégulation fonctionnent bien. D'ailleurs, les athlètes aguerris transpirent beaucoup plus rapidement que les autres, presque dès le début de leur séance. Il faut bien comprendre que oui, notre corps a un système de thermorégulation qui est incroyablement efficace. Mais pour bien fonctionner, il a besoin de temps et surtout de progressivité, d'où l'importance d'être très prudent face aux premières chaleurs. Et là, j'ajouterais à titre d'anecdote qu'un très grand champion qui est connu de tout le monde, je pense, Haile Gebrselassie, multiple recordman du monde, multiple champion du monde, champion olympique, lui transpirait 3,8 litres d'eau par heure d'effort. À intensité moyennement dure, on va dire. Et pourtant, il s'entraînait tout le temps parce qu'il y a aussi cette fausse idée que plus on s'entraîne, mieux on sait gérer, moins on transpire. Non, c'est l'inverse. Plus on va être efficace dans notre thermorégulation, donc plus on va transpirer. Et c'est très, très bon signe. Effectivement, c'est hyper intéressant cette anecdote parce que c'est complètement contre-intuitif. On peut penser que plus on est entraîné, moins on va transpirer, que la transpiration c'est plutôt réservé aux coureurs amateurs, alors que non, pas du tout. Justement, les coureurs amateurs vont très très peu transpirer ou seulement une fois qu'ils ont terminé l'effort, ils vont devenir là généralement tout rouge et ils vont un peu transpirer. Et là, ça veut dire que le système de thermorégulation à l'effort, il n'est pas encore optimisé, quoi. Donc, il va falloir encore être beaucoup plus progressif, régulier pour vraiment, que ça fonctionne très très bien, que le corps il a compris et qu'il se mette très vite en marche. Fred, je l'ai dit à l'instant, malheureusement chaque année des centaines de coureurs peuvent être confrontés à un coup de chaleur. Moi-même j'ai déjà croisé, alors il y avait déjà des pompiers, mais j'ai déjà croisé un athlète qui très probablement a fait un coup de chaleur l'été dernier. Donc si ça nous arrive, que ce soit en compétition ou lors d'un entraînement, comment est-ce qu'on doit réagir et surtout comment est-ce qu'on peut l'aider ? Alors déjà, le premier conseil en cas d'hyperthermie d'effort, c'est de pouvoir identifier les signes de cette hyperthermie. Ça va être très simple. La personne sera toute rouge, sans sueur,
très confuse, avec des propos incohérents, décousus, voire elle aura perdu connaissance et pire dans le coma, et surtout elle sera extrêmement chaude au toucher, de manière corporelle très chaude. Alors la première chose à faire, c'est de prévenir les secours, les pompiers, le SAMU, car il faudra vite perfuser la victime. Ensuite, le temps que les secours arrivent, parce que même s'ils sont très efficaces, ils ne sont pas forcément là dans la seconde, il faut faire les premiers gestes de secours, et là ça sera tenter de la refroidir de la manière la plus efficace possible. Alors si vous êtes en ville, n'hésitez pas à entrer dans un bar pour demander des glaçons, de l'eau, de manière à les utiliser pour faire baisser la température, et du coup vous pouvez poser les sacs de glaçons à la base du cou et aux racines des membres, les creux axillaires et les creux inguinaux, qui sont vraiment des zones préférentielles, notamment aussi des zones ganglionnaires qui permettent de refroidir plus rapidement le corps. Et d'ailleurs, on le voit souvent lors des courses d'effort, même sans faire d'hyperthermie, lorsque les coureurs, que ce soit à pied ou même les cyclistes qu'on peut admirer au Tour de France, lorsqu'ils attrapent une éponge, la première chose qu'ils font, c'est se mouiller la tête et le cou, parce que c'est là qu'on va se refroidir le plus efficacement possible. Alors, malheureusement, et je reviens sur le sujet, la réanimation d'une hyperthermie d'effort est très difficile, même si la personne est jeune et en bonne santé. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux l'éviter et vraiment réagir dès les premiers signes. Justement, Fred, afin d'éviter les coups de chaleur, mais aussi et surtout dans le but d'optimiser nos entraînements, parce qu'il faut aussi rester performant en été, surtout quand on prépare l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris, l'idée c'est quand même de pouvoir progresser. Même quand il fait chaud, l'entraînement ne s'arrête pas. Du coup, tu nous as préparé 5 règles d'or qui, selon toi, sont vraiment les plus efficaces pour booster son système de thermorégulation et surtout habituer son corps à l'effort. Quelle est ta première règle, Fred, ta première règle d'or? Alors, mon premier conseil, c'est que vous devez habituer votre corps à courir sous la chaleur. Et pour cela, un seul maître mot, qui est le mot de tout entraînement, la progressivité. Lors des premières chaleurs, ça ne sert à rien de partir à midi, 14h en plein cagnard. Il va falloir y aller progressivement, comme je le disais. Du coup, partez courir tôt le matin ou tard le soir, faites seulement quelques footings légers de 20 minutes, puis progressivement, quand vous vous habituez à ces conditions, vous pouvez rallonger les séances, voire de temps en temps aller sur des moments plus chauds en évitant évidemment le pic de chaleur de la journée. C'est vraiment très important d'habituer votre corps à ces conditions, surtout si votre compétition a lieu en été en fait. Effectivement, et ça c'est même essentiel, il faut toujours répéter à l'entraînement les conditions qu'on va trouver en compétition. Le jour de la compétition, il n'y a jamais de surprise, le corps doit être prêt et habitué à tout. Fred, on l'aura compris, il est tout à fait possible de s'entraîner quand il fait chaud. Le tout, c'est de faire preuve de progressivité, c'est laisser le temps à notre corps de s'adapter à cette chaleur, de mettre en place le système de thermorégulation, et donc on fait les choses progressivement. Au début, 20 minutes, puis on rajoute 5 minutes, et puis on monte jusqu'à l'heure, et puis évidemment on évite d'aller courir à midi ou à 15h en plein cagnard, ça c'est quand même du bon sens avant tout. Fred, quelle est ta deuxième règle d'or maintenant ? Alors le deuxième conseil, ça sera aucune séance intensive quand il fait très chaud. Du coup, vous allez devoir les faire soit très tôt le matin ou tard le soir. Personnellement, je vais avoir une préférence pour très tôt le matin pour une autre raison, c'est que notamment au milieu urbain, la qualité de l'air est bien meilleure que le soir. Et quoi qu'il arrive, le soir, surtout qu'on est vraiment dans des périodes entre guillemets caniculaires, la température baisse pas tant que ça, même à 22h, 23h. Puis en plus, après, vous allez troubler votre sommeil à courir trop tard. Donc, vraiment privilégier le matin. Sinon, vous pouvez aussi aller dans une salle de sport climatisée. Alors, les séances sur tapis, elles peuvent avoir de l'intérêt dans un plan d'entraînement, mais attention à ne pas en abuser, parce que je tiens à rappeler que c'est important d'habituer votre corps aux conditions extérieures, et notamment sur tapis, on perd, pas tant que ça, mais on perd un peu sa qualité de traction, sa qualité de propulsion, parce que c'est le sol qui défile sous nos pieds. Donc, dans les cas extrêmes et sur des séances très dures, vous pouvez les faire dans une salle qui vous permettra d'être dans des conditions climatiques normales par rapport à votre séance. Mais voilà, ne systématisez pas, notamment sur vos footings, même les plus longs.
C'est vrai que l'entraînement en salle de sport peut avoir de nombreux avantages. Après, tout est question de dosage, évidemment. En tout cas, on ne peut que vous recommander de faire vos séances de fractionnés un peu plus intenses le matin. Déjà parce que ça va vous donner la pêche pour toute la journée. Vous allez voir que c'est assez revivifiant. Après, évidemment, au début, c'est pas simple de se mettre le réveil pour aller courir le matin à l'aube. Mais vous allez voir qu'on prend très vite le pli. Et après, c'est vraiment que du bonheur. Sinon, petit point de vigilance par rapport aux forêts. C'est vrai que des fois, on peut se dire que c'est beaucoup plus simple d'aller en forêt pour faire ces séances de fractionnés. Et c'est vrai qu'il y a de la fraîcheur, mais faites attention à l'humidité. Il y a certaines forêts qui sont très humides. Et là, malheureusement, plus il va faire humide, plus vous allez avoir de difficultés à transpirer et surtout à sécher. Donc, vous allez pas faciliter le travail de votre système de thermorégulation. Donc, on l'a dit tout à l'heure sur les trails, c'est le problème qu'on peut avoir. Et c'est pour ça qu'il y a des fois beaucoup de coups de chaud et de chaleur dans ces conditions-là. Donc voilà, soyez vigilants par rapport à ça. Fred, quel est ton troisième conseil maintenant ? Alors, troisième conseil qui tombe sous le sens, un peu comme les deux précédents, finalement ce n'est que du bon sens au final, c'est opter pour un équipement adapté qui favorise l'évacuation de la transpiration et qui évite l'accumulation d'humidité. Donc, on va oublier les t-shirts en coton. Par exemple, chez Adidas, vous avez la technologie Heat Dry, spécialement conçue pour optimiser la circulation de l'air et évacuer la transpiration. Short, débardeur, casquette. Alors, de préférence blanche, parce qu'en fait, le blanc ne retient pas la chaleur. C'est tout simplement ça. On dit que ça l'attire pas. Non, ça ne le retient pas. C'est un peu plus subtil. Et donc, il est capital de courir avec les bonnes matières, aux bonnes couleurs finalement, pour faciliter la thermorégulation de votre corps. Mais attention, n'oubliez pas non plus de protéger votre corps avec une crème solaire, un 10-30 minimum quand vraiment il fait très chaud, parce que les coups de soleil, voire les insolations arrivent très très vite quand on court sous le soleil. Donc certains me diront, un coup de soleil c'est pas grave, on va mettre un peu de crème après. C'est quand même dommageable pour la peau et à long terme ça peut avoir des conséquences un peu dramatiques, donc évitez au maximum. Effectivement, et puis ça arrive très vite. J'ai déjà chopé un coup de soleil à l'échauffement en l'espace de quelques minutes, donc vraiment n'hésitez pas à vous protéger. N'hésitez pas aussi à mettre de la crème une demi-heure, voire 40 minutes avant d'aller vous entraîner, tout simplement parce qu'elle a le temps d'être bien absorbée. Sinon, vous risquez de dégouliner de la crème solaire à l'entraînement si vous la mettez juste avant et c'est pas forcément très agréable. Fred, quel est ton quatrième conseil ? Alors, en été, faites particulièrement attention à la récupération et en particulier à votre sommeil. En effet, l'été, le repos est perturbé car le cerveau a plus de difficultés à réguler la température corporelle au cours du sommeil, notamment. Pourtant, vous le savez, le repos est essentiel pour bien assimiler les entraînements et éviter les blessures. Donc, vous devez donc refroidir votre pièce à coucher. Pour cela, vous pouvez, plusieurs solutions, fermer toutes les fenêtres le jour et les ouvrir la nuit. Mais en même temps, si vous êtes chez vous, notamment dans des périodes de télétravail, on n'a peut-être pas forcément envie de vivre totalement dans le noir. Autre petite technique, suspendez un drap mouillé devant votre fenêtre. Une autre technique, placer une bouteille congelée devant un ventilateur, c'est tout simplement le principe de la climatisation. Et enfin, une technique naturelle qui fonctionne très bien, c'est d'installer des plantes grimpantes sur votre mur exposé au soleil, l'aloe vera par exemple, qui est très connu pour ça et qui du coup, entre guillemets, va capter la chaleur. C'est vrai que le sommeil est l'une des choses les plus bénéfiques dans le processus de récupération. Donc, c'est très important quand on s'entraîne et particulièrement pour le semi-marathon d'avoir une bonne qualité de sommeil. Et on estime, il y a des études qui ont été faites, notamment l'Institut national du sommeil et de la vigilance, qui ont évalué que la température idéale d'une chambre doit osciller entre 16 et 18 degrés. Vraiment, c'est là où le sommeil est de meilleure qualité. Donc, voilà, c'est pas forcément les températures qu'on va avoir en été. Donc l'idée, c'est de rafraîchir le plus possible votre chambre pour améliorer votre qualité de sommeil, éviter de vous réveiller toutes les 2-3 heures. Et vous pouvez tous le constater, quand il fait chaud, malheureusement, on a beaucoup de mal à dormir. Fred, quelle est maintenant ta prochaine règle d'or ? Alors la dernière, mais qui n'est pas forcément celle à faire au cas où, c'est vraiment 5 règles d'or, donc l'idée c'est de toutes les appliquer. Soyez vigilants sur votre nutrition et votre hydratation. En effet, quand il fait chaud, notre appétit diminue, tout simplement parce que la digestion produit beaucoup de chaleur. Notre cerveau va donc réguler le centre de l'appétit en le diminuant. Mais quand on pratique des sports d'endurance, on doit absolument alimenter notre corps en énergie. Je vous recommande donc d'être vigilant à ça, surtout si vous perdez beaucoup de poids.
En été, je vous recommande d'éviter de manger trop de viande qui sont difficiles à digérer, qui donc vont augmenter la production de chaleur par l'organisme, et plutôt de manger plus de fruits et de légumes qui, eux, se digèrent plus facilement que les protéines animales. Et c'est d'ailleurs pour ça que naturellement, l'été, on a plus envie de fruits, de salades, de légumes, et pas de choses riches et grasses, car je dirais oui, au final, la nature est assez bien faite, et notre cerveau sait nous recommander les bons aliments pour nous. Et en plus, les fruits et légumes sont très riches en eau, donc ça nous permet parallèlement de nous hydrater. Tout à fait. D'ailleurs, on parle de plus en plus dans le sport de la nutrition intuitive. C'est vrai que pendant longtemps, on a essayé un peu de complexifier les choses, d'essayer on avait l'impression qu'il fallait un bac plus 8 pour bien comprendre la nutrition sportive, alors que finalement, c'est quand même beaucoup de bon sens. Et tu as raison de le redire, il faut écouter ses envies. L'été, si on a envie de manger plus de fruits, de légumes, c'est qu'il y a une raison. Le processus de digestion, tu l'as dit, c'est extrêmement coûteux en énergie pour notre corps. Et puis, il faut savoir même qu'on brûle des calories quand on digère, tout simplement parce que c'est quelque chose qui demande énormément d'efforts à notre corps. Et le système de thermorégulation aussi, ça demande de l'effort à notre corps. Donc l'idée, c'est pas trop le solliciter en mangeant de manière excessive, parce que sinon on va être à fond sur tous les curseurs et là ça va devenir compliqué pour notre corps. Donc on lui facilite la tâche, on mange plutôt de la protéine végétale, mais on fait quand même attention à bien s'alimenter parce que c'est important d'avoir une alimentation qui répond à ses dépenses énergétiques, sinon vous n'allez jamais progresser. Donc peut-être avoir un peu de vigilance à surveiller son poids, qu'on ne perd pas trop de poids et on n'hésite pas à préférer des aliments plus digestes. Frédéric, merci beaucoup pour cet épisode. Ça a été hyper intéressant. On a fait pas mal de prévention sur des choses qui ne sont pas forcément connues de tous les coureurs et les coureuses. Si on devait synthétiser cet échange, quels sont, selon toi, les éléments clés à retenir ? Écoute, avec plaisir. Les éléments clés, pour moi, déjà, premièrement, faites les choses avec progressivité. Lorsque les premières chaleurs arrivent, il faut vous adapter. Donc, ne maintenez pas vos intensités et vos durées d'entraînement aux mêmes horaires. Décalez vos horaires et il faut y aller progressivement. Donc, adaptez-vous petit à petit. Ensuite, on en a parlé, adaptez votre équipement. Évidemment, avec des matières qui laissent le corps respirer et qui ne captent pas la chaleur. Troisièmement, veillez à votre sommeil, donc mettez tout en place pour que les conditions de récupération soient optimales. Et évidemment, tout ce qui concerne l'alimentation, l'hydratation, n'hésitez pas à boire beaucoup plus. Alors ça ne sert à rien de boire 1 litre entier, parce qu'il est classiquement en moyenne admis que le corps peut assimiler 20 centilitres par demi-heure en situation normale. Donc voilà, buvez régulièrement, ça sera bien plus efficace et vous allez pouvoir faire face à ces conditions changeantes qui pourront être celles de la compétition et c'est pour ça qu'il est quand même important de s'y préparer. D'ailleurs, Fred, au sujet de l'hydratation, je vais faire une petite recommandation à nos auditeurs et nos auditrices. N'hésitez pas à écouter le grand frère de ce podcast, Objectif Marathon, puisque vous allez retrouver un épisode spécial sur l'hydratation du coureur, en particulier sur les courses de fond. Vous allez entendre les conseils du docteur, le médecin du sport Stéphane Cascua, qui est vraiment spécialisé sur les courses de fond. Vous allez voir, on apprend énormément de choses et ça bouscule aussi quelques idées reçues autour de l'hydratation sportive. Donc vraiment, foncez écouter cet épisode qui sera très complémentaire de celui-ci. J'en profite aussi pour vous inviter à recommander ce podcast. Peut-être que vous connaissez autour de vous des collègues de travail, des amis qui préparent aussi l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris qui peut-être seraient intéressés pour avoir des conseils. Donc n'hésitez pas à leur parler de ce podcast. Je suis sûr que ça leur fera beaucoup plaisir et ça va les aider. Fred, merci infiniment pour cet épisode. On l'aura compris, l'entraînement en été est tout à fait possible à condition de respecter certaines règles et d'être progressif, de ne pas griller les étapes et vouloir aller trop vite. Mais voilà, on peut parfaitement bien s'entraîner en été, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Frédéric, je te dis à très bientôt, peut-être pour un nouvel épisode. Encore merci et à très vite. Merci Guillaume, merci à toutes et tous et à bientôt j'espère. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favori et à nous laisser une évaluation. Vous pouvez nous retrouver dès maintenant sur la page Instagram et Facebook de l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris. Et si vous cherchez des conseils pour vous préparer dans les meilleures conditions, rendez-vous sur www.harmoniemutuellesemideparis.com. Vous trouverez tous les liens en descriptif de cet épisode. Je vous dis à bientôt.